et nous éliminons les initiatives qui ne marchent pas. Ici, on va vous parler des différents marchés et des différents modèles. À travers le programme, nous utilisons les 4 piliers que je viens de vous présenter, mais les résultats sont très différents. Et je suis désolé, il y a un peu de bruit au fond, mais l'application dans le contexte peut varier. Pour certains programmes, nous avons une présence active dans le marché, au Cambodge, par exemple. Et de l'autre côté, nous avons notre approche au Mozambique ou au Bangladesh, qui est un peu différent. Et cela va varier en fonction de la capacité de marché à répondre aux besoins de la communauté et en fonction des problèmes existants. En ce qui concerne les indicateurs de performance clés, nous avons 4 indices que nous suivons pour avoir une idée holistique de notre progrès jusqu'ici. Depuis notre engagement dans le secteur WASH il y a 15 ans, nous avons pu impacter plus de 9 millions d'individus avec nos services de WASH et nous avons vendu presque 2 millions de produits WASH à travers des canaux différents et nous avons ajouté 11 $ de valeur pour chaque dollar investi. Et en fin de compte, nous avons aidé les familles à économiser 152 $ par foyer pour les foyers qui utilisent nos produits et pratiques WASH. Cela dit, je vais donner la parole à mon collègue qui va nous présenter le projet Shuhardo 3 au Bangladesh. Merci, Saroja. Bonsoir, je m'appelle Afril, vice-chef de parti pour CARE Shuhardo 3. Et je vais vous présenter l'aperçu de notre partenariat avec l'IDE et ce qui se passe avec les initiatives de WASH pour Shuhardo. Donc ici, on va vous montrer une courte vidéo des zones où nous travaillons. Où Shuhardo 3 travaille dans le nord du Bangladesh. Les Haor sont des terres humides, des écosystèmes de terres humides que vous voyez ici. Qui sont remplis de l'eau la moitié de l'année et qui sont secs l'autre moitié de l'année. Les chars sont des bancs de sable qui émergent des fleuves. As you have seen in the video and detailed in the slide, Comme vous avez vu dans la vidéo, nous intervenons dans les contextes environnementaux très difficiles. Les Haor sont submergés par les inondations par 6 mois de l'an et les chars se trouvent dans les zones qui n'ont pas beaucoup d'infrastructures ou beaucoup de liens de communication ou de circulation. Shuhardo, comme Nicole a déjà expliqué, c'est une RIFSA. Et Shuhardo, cela veut dire qu'on veut renforcer les capacités des foyers à répondre aux opportunités de développement. Le programme a été lancé en 2015 et nous sommes déjà dans la 7e année de mise en œuvre après avoir reçu une prolongation qui a été approuvée par l'USAID il y a quelques années. Dans ces 7 ans, nous avons beaucoup fait. Entre 2015 et 2020, nous avons fait une évaluation à mi-parcours et on nous a conseillé de revoir notre stratégie WASH. Donc, voilà la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer un partenariat avec l'IDE. Et nous
au-delà des défis géographiques que vous avez vus dans la vidéo, il y a aussi d'autres défis tels que les dynamiques de pouvoir, les enjeux sociaux, la pauvreté et de différentes formes de vulnérabilité et d'autres défis aussi. Donc, le point focal de notre prolongation est de pérenniser la fourniture de services. Et c'est ça la raison pour laquelle nous travaillons avec l'IDE. Et avant, nous fournissions un soutien direct, mais nous sommes en train de réduire ce soutien direct et nous voulons aussi influencer les donateurs et les gouvernements pour continuer de la validité de nos résultats. Donc voilà l'aperçu du programme et je donne maintenant la parole à Deepak qui va nous expliquer en détail comment l'IDE est en train d'aider Chouhardo dans l'application de notre stratégie de WASH actuelle. Deepak, vous avez la parole. Oui, merci. Merci, Nicole, Afril et autres pour la présentation et pour ces informations de fond. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Deepak. Je travaille avec l'IDE et j'ai une présentation de 15 minutes. Donc, merci à l'avance pour votre patience. Je vais commencer en vous parlant de la conception de ce projet et je vais partager avec vous quelques interventions très intéressantes qui démontrent l'approche d'IDE qui est axée sur les marchés. Et si vous avez des questions pendant ma présentation, vous pouvez toujours les taper, les saisir dans la boîte à discussion et nous allons y répondre à vos questions à la fin de la séance. Donc, je vais commencer en répétant ce que ma collègue vient de dire. Nous avons investi beaucoup de temps et beaucoup de ressources dans la conception de ce projet pour l'adapter à son contexte. Et dans la vidéo, vous avez vu le contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas les Char et les Haor de Bangladesh, ce sont des zones très reculées et très fragiles. Pendant la phase initiale du projet, nous avons créé 3 éléments clés. Tout d'abord, nous avons étudié la demande chez des ménages dans ces zones reculées qui ont un accès limité à la technologie. Et c'était un défi même de communiquer à ces personnes ce que c'était une latrine améliorée. Et ça, c'était un obstacle qu'il a fallu contourner. Deuxièmement, nous avons repensé notre modèle. Étant donné l'isolement de ces zones, nous avons décidé de renforcer des systèmes de marché locaux et de renforcer leur capacité de fournir les produits et les services appropriés. Et peut-être encore plus important, le troisième élément, c'était de créer un environnement propice à l'entreprise et nous avons essayé d'améliorer les relations entre les acheteurs et les vendeurs et nous avons essayé aussi d'inclure les tierces parties telles que les prestataires de services ou le gouvernement et d'améliorer la coordination entre les acteurs du gouvernement local et des entités commerciales. Donc, voilà, c'est tout pour le contexte de la conception. Dès le début du projet, nous étions conscients des différences entre la demande et l'offre. Les produits WASH, on voulait les vendre à nos clients pauvres au Bangladesh et ailleurs, mais il y avait beaucoup de limites, un manque de produits abordables, une sensibilisation limitée ou même les ressources limitées à acheter et à fournir ces latrines et ces technologies. Et si vous n'avez jamais travaillé sur un projet fondé sur le marché, mais qui subvient aux foyers pauvres, vous allez savoir que cette tâche est difficile.
Dans la plupart des cas, ces limites de marché n'étaient pas nouvelles et nous avons déjà des solutions générales que nous avons testées dans le cadre de ce projet. Un problème majeur était l'identification des fabricants de latrines. Je vais parler de ces fabricants un peu plus tard, mais a fallu trouver des entrepreneurs avec l'intérêt et les compétences pour lancer une entreprise de construction des latrines. Mais on les a encouragés à s'adapter aux besoins de leurs clients. Et ça, c'était une étape majeure. Il y avait aussi d'autres limites, aussi d'autres défis. Et nous avons utilisé ce que nous avons appris pour développer un modèle de latrine abordable, pas trop cher, et pour soutenir les programmes de Suharto. Pour moi, la leçon la plus intéressante était autour des ventes et comment les interactions de vente pourraient mener à l'adoption des technologies WASH. L'IDE a un partenariat avec un partenariat américain, le Wittenroy Partnership, qui offre des formations et on donne des formations aux entreprises sociales, aux commerçants, etc. Et avec Wittenroy, nous avons travaillé pendant 10 ans pour développer une formation, un système de formation qui donne à ces entrepreneurs les compétences nécessaires pour interagir avec les clients et pour transformer ces interactions en vente. Et nous avons passé beaucoup de temps avec ces producteurs et pour renforcer les capacités dans ces domaines. Et ce système de gestion a compris le suivi des clients qui nous a aidé à analyser les discours de vente utilisés par les vendeurs et les aider à les améliorer. Parce que voilà, même avec beaucoup de formations, dans les 30 minutes d'interaction entre un vendeur et un client, c'est pendant ces 30 minutes que tout va être décidé, que tout va se passer. Donc, l'art de la vente est important, mais peut-être vous allez comprendre davantage cette initiative dans le cadre des autres initiatives de notre programme. Donc ici, vous avez un graphique de la chaîne de valeur de la latrines améliorée. Et tout d'abord, ce projet a eu deux avantages. Tout d'abord, au niveau national, le Bangladesh a une industrie de construction très active et la plupart des matériaux nécessaires sont déjà disponibles. Même si, donc, c'était à nous d'acheminer ces matériaux dans les haors et dans les chars, puisqu'ils sont un peu plus reculés. Et nous travaillons au niveau du marché national de sanitation depuis 7 ans et nous avons traduit ces expériences dans notre projet actuel. Et donc, nous avons établi certains partenariats et nous les avons améliorés pour certaines zones géographiques spécifiques. Donc, nous commençons avec les entreprises principales. Nous avons un partenariat avec une entreprise mondiale de produits sanitaires qui a conçu des produits low cost à bas coût pour nous, en partenariat avec RFL, une entreprise au Bangladesh qui fabrique les produits. Nous avons aussi travaillé sur le développement des services financiers et je vais en parler davantage dans un moment. Avec le produit, nous avons pris contact avec les entreprises qui fournissent le béton, les briques, tout ce qui est utilisé pour construire les latrines. Nous avons établi des partenariats locaux avec plus de 50 de ces entreprises pour nous assurer qu'elles étaient prêtes à travailler avec les fabricants de latrines. Ces fabricants de latrines ont formé des groupes d'intérêt partagés et à partir de notre expérience dans le passé, nous savions que
un tel réseau serait un mécanisme important pour faciliter la négociation pour le béton et les briques, etc. Et cela les permettait aussi de placer de commandes plus importantes pour avoir un meilleur prix. Et tout à droite, nous avons aidé 75 producteurs de latrines et aussi un réseau d'agents de vente que nous avons développé. Et ça, c'est un des résultats inattendus de la conception. Et le résultat a été très intéressant. Nous avons vendu presque 12 000 latrines qui a donné accès à 47 000 personnes, accès à ces latrines améliorées. Et tout cela a été fait pendant la pandémie, pendant les périodes de confinement. Nous avons lancé ce projet avec 2 mois de retard et ça, c'est le résultat de moins de 2 ans de travail. Ici, vous avez le résumé des leçons que nous avons tirées de notre travail. Et peut-être, je pense que la plupart d'entre vous ont appris des leçons semblables de votre travail, mais je voulais mettre l'accent sur quelques points spécifiques. La leçon numéro 1 était très simple. Dans les zones reculées, souvent l'offre et la demande sont comme la poule et l'œuf. On va commencer avec lequel va venir le premier. Et nous nous sommes rendus compte rapidement que si on augmente la disponibilité, la demande aussi va augmenter. Et voilà, une fois qu'on a installé certaines latrines, on a reçu beaucoup d'autres demandes. La leçon numéro 2, c'est qu'il faut investir dans la compréhension des déterminants comportementaux. Sinon, on risque de prendre de mauvaises décisions. Il vaut le coût de ce travail de préparation. La leçon numéro 3, nous avons constaté que les constructeurs de latrines encourent un risque, mais quand nous avons amélioré les systèmes de paiement, cela a amélioré la situation. Cela aide aux constructeurs qui se trouvent souvent dans des situations impossibles de décider entre une vente et la dette. Voilà 2 autres leçons. La leçon numéro 4, nous avons déverrouillé le potentiel d'une technologie à bas coût et nous avons vendu presque 2 millions de cette. C'est un bac en plastique qui est facile à fabriquer, transporter, installer. Mais maintenant, on peut élargir nos actions aux autres éléments d'un système de latrine. Par exemple, la protection des latrines contre les inondations avec une sous-structure et aussi la superstructure, le bâtiment autour de la latrine. Et je sais que nous allons trouver d'autres solutions novatrices à l'avenir. Et bien sûr, au niveau du changement comportementaux, et je sais que nous avons beaucoup d'experts de changement des comportements ici parmi nous, mais nous avons découvert que dans ce cas, on avait une meilleure adoption des comportements avec de meilleures initiatives de communication. Donc, la photo à droite, où vous voyez la latrine en jaune, en incluant des parties dures sur la latrine, les utilisateurs se souvenaient qu'il fallait porter des sandales ou des chaussures pendant qu'on utilisait la latrine et c'est une partie importante de l'hygiène. Donc, voilà, en gros, les leçons que nous avons tirées de notre projet et
Nous allons avoir du temps pour vos questions à la fin de la présentation. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelques défis restants, pas seulement dans le contexte du projet, mais à travers tous nos programmes d'hygiène et sanitaire au Bangladesh. Tout d'abord, il y a le problème de la reconstruction de l'infrastructure après une catastrophe. Et vous pouvez voir sur cette image, vous avez une inondation et les communautés dans lesquelles nous travaillons sont très vulnérables. Et souvent, les gens doivent choisir de sauver la vie ou de sauver leurs moyens de subsistance. Et voilà, la protection d'une latrine, ce n'est pas une priorité. Donc, nous essayons d'aider les communautés à devenir de plus en plus résilientes. Mais quand il faut développer de meilleures technologies. Donc, la technologie actuelle qu'on utilise résiste à des inondations, même si ce n'est pas tout à fait parfait. Mais quand les eaux d'inondation dépassent un certain niveau, la latrine est inondée. Une des raisons pour la réussite de notre programme de formation en vente est que Shuhardo 3, avec sa longue histoire, fait déjà la coordination des efforts de soutien des modes de vie dans les villages. Et nous pouvons aider les foyers à payer ces nouvelles latrines. Et vous voyez sur cette image les bénéficiaires. Et voilà, notre projet va toucher à sa fin dans un an. Mais nous sommes optimistes que l'infrastructure de vente que nous avons mis en place va perdurer. Et il y a déjà une association des fabricants de latrines qui a été fondée. Mais oui, bien sûr, notre absence va créer certaines lacunes et va peut-être avoir un impact sur l'efficacité des ventes. Voilà la raison pour laquelle nous faisons face à un défi très important. Les prêts, surtout les prêts pour financer les latrines. Nous travaillons avec la Banque d'infrastructure et d'investissement de l'Asie et nous avons travaillé avec une ONG de microfinance pour élargir l'accès à l'eau potable et à l'hygiène. Et nous espérons atteindre 1 million de personnes. Et c'est une bonne nouvelle, mais nous avons toujours certains soucis. Nous nous soucions du fait que les structures socio-économiques de chaque village est différente. Et dans les Haor et Char, parfois, la population est transiente. Ils n'ont pas toujours des moyens de subsistance stables. Et le modèle Grameen nécessite cette stabilité. Donc, nous avons peur que ces communautés vont être laissées pour compte par ces modèles plus établis. Les nouveaux produits qu'on développe se focalisent sur le côté de la demande, mais ne prennent pas en compte les besoins des acteurs commerciaux, y compris les fabricants de latrines, qui ont besoin du capital et du crédit pour développer leur entreprise. Nous pouvons augmenter la demande pour les latrines en travaillant avec les communautés, mais ce n'est pas peut-être une solution holistique. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Je vais conclure avec quelques points optimistes. Nous nous sommes focalisés sur l'élargissement de l'accès aux latrines améliorées et l'utilisation de ces latrines par les femmes. Mais quand nous avons travaillé avec les fabricants de latrines, ils étaient presque tous masculins. Il y avait seulement 2 femmes. Mais ces fabricants voulaient embaucher les femmes comme
vendeuses ou agents de vente. Donc, ces femmes agents de vente avaient un meilleur accès à certains foyers, surtout des foyers, des ménages menés par une femme. Et souvent, les femmes sont les décideurs au sein du foyer. Donc, c'était un autre apprentissage pour nous que les acteurs commerciaux ont adapté leur modèle d'affaires pour adopter une stratégie de vente qui leur donnait un meilleur accès aux clients. Merci beaucoup pour votre attention et je redonne la parole à notre modératrice. Très bien. Merci beaucoup pour vos présentations et d'avoir partagé vos apprentissages avec nous. Je vois que nous avons plusieurs questions dans la boîte questions et réponses. Il nous reste entre 10 et 15 minutes pour répondre à vos questions. Nous allons aussi lancer une enquête et on aimerait entendre de vous. Est-ce que vous utilisez déjà des approches fondées sur le marché pour la sanitation? Est-ce que vous avez entendu aujourd'hui des leçons que vous pourriez appliquer à votre projet? Et c'est quoi le défi principal auquel vous faites face dans votre utilisation des approches fondées sur le marché? Donc, s'il vous plaît, prenez une minute pour répondre à cette enquête et vous pouvez aussi mettre vos questions éventuelles dans la boîte questions et réponses, Q&A. Donc, nous allons commencer avec les questions. Et nous avons une question pour Deepak. Est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux recommandations pour les autres RIFSA qui viennent de commencer la sanitation fondée sur le marché? Nous avons beaucoup de partenaires avec nous aujourd'hui qui sont sur le point de commencer avec ces solutions fondées sur le marché et qui vont vouloir le faire à l'avenir. Donc, quels sont vos conseils pour ces personnes-là? Oui. Il faut choisir le bon partenaire. C'est tout simple. Assurez-vous que votre partenaire a une relation continue et fiable avec le secteur privé. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que c'est toujours utile de pouvoir commencer rapidement sans devoir réinventer la roue. Et il faut prendre son temps avec la conception aussi. Voilà mes conseils. J'ai d'autres conseils aussi, mais ce sont mes deux conseils principaux. Et je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à ajouter. Oui, la prochaine question est pour Afril. Pour la RIFSA, quelles sont les compétences différentes nécessaires que vous avez dû inculquer dans votre personnel? Et est-ce que vous avez embauché toujours les personnes avec le même profil ou avec les personnes avec les parcours différents? Merci pour votre question. Et cela me rappelle quand nous avons conçu notre proposition pour la prolongation. Mais il faut embaucher les personnes qui aiment l'innovation. Et dans les chars et dans les Haor, on a toujours fait les choses de la même façon et cela n'a pas marché. Donc, il faut savoir penser différemment. Il faut aussi pouvoir internaliser les leçons et les acquis des autres organisations et les adopter pour répondre aux besoins évoluants de nos communautés. Et il faut aussi garder le contact avec la réalité parce qu'au Bangladesh, les inondations sont un problème très courant. Nous avons des catastrophes naturelles tous les ans. Donc, et aussi avec le COVID-19, le contexte est toujours en pleine évolution. Donc, il faut prendre en compte tous ces scénarios et ce sont les compétences très importantes dans ce contexte. Merci. Oui, merci. Notre prochaine question est comment est-ce que vous avez choisi ces entrepreneurs et comment est-ce que vous les avez encouragés à investir ou comment est-ce que vous avez invité les investissements du secteur privé? OK, comment est-ce qu'on choisit les entrepreneurs? Si vous vous souvenez,
nous avions l'avantage d'avoir un écosystème de marché très actif, étant donné l'essor de la construction au Bangladesh. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui font de la construction, de la génie civil. Donc, les premiers les premiers constructeurs que nous avons choisis avaient déjà de l'expérience avec cette construction. Nous avons aussi offert des formations techniques et en gestion pour aider ceux qui avaient moins d'expérience à en avoir. Et est-ce qu'il y avait une deuxième question? Comment est-ce que vous avez encouragé le secteur privé à se fédérer à cette initiative? Il n'y avait pas de mesures incitatives. On n'a pas donné des subventions pour la formation. Grâce à notre travail de facilitation, nous travaillons déjà avec des entreprises privées et nous les avons encouragés à suivre nos formations. On leur a montré les données sur la taille du marché, sur les apprentissages. Et cela crée un filtre qui élimine les entrepreneurs qui cherchent juste un tout petit peu d'argent gratuit. Donc, trop souvent, on a ce qu'on appelle les loups qui s'habillent en moutons, qui demandent une subvention, mais qui n'ont pas d'intérêt à soutenir le projet. Donc, il faut filtrer un peu les candidats. Et dans le secteur du développement, nous avons la mauvaise réputation de donner beaucoup de choses gratuitement. Donc, il faut éviter cela. Très bien, merci beaucoup. Et pour Seroja, est-ce que vous pouvez nous parler de qui sont ces agents de vente, ces commerçants, et comment est-ce que vous les avez formés? Et est-ce que vous avez utilisé un modèle de rabais au lieu d'offrir des subventions? Oui, en ce qui concerne notre modèle des agents de vente, c'est quelque chose qu'on utilise dans le cadre de nos autres programmes, où ces agents de vente, par exemple, dans le cadre de notre projet d'autonomisation de la femme, nous avons utilisé un système semblable. Et en recrutant, eh bien, nous avons formé 75 personnes, dont 60% sont des femmes. Et les activités de renforcement de la demande sont menées par ces agents de vente. Ils organisent des réunions jointes et ils sont très influents dans le processus de prise de décision. Nous avons aussi identifié 2 agents de vente qui, à cause de la géographie, faisaient face à des coûts de transport plus élevés. Donc, ils ont créé de nouvelles opportunités de vente qui a aidé à réduire les coûts de livraison pour notre projet. Est-ce que j'ai répondu à la question? Il y avait aussi une question sur les subventions. Est-ce que moi, je peux répondre à cette question sur les subventions? Oui, oui, allez-y. Et une autre question de Kayla aussi sur les subventions et la différence entre les rabais et les subventions. C'était ça, n'est-ce pas? Oui, oui, allez-y. Oui, nous avons suivi l'exemple des initiatives commerciales. Les subventions utilisent les ressources rares. Donc, cela ne motive pas l'investissement. Mais d'un point de vue commercial, les rabais créent de l'urgence. Il faut utiliser les rabais pendant une certaine période.
Donc, cela crée le sentiment d'un besoin d'agir. Un rabais est valable seulement pendant une certaine période et il faut que le consommateur agisse d'une certaine manière pour y avoir accès. Avec une subvention, on n'a pas ces modalités-là. Et peut-être à un niveau basique, ces deux choses ne sont pas très différentes. Au niveau de leurs avantages commerciaux, c'est plutôt une question d'application et de mise en œuvre. Donc, oui. Donc c'était quelque chose qu'on a décidé à partir des comportements des consommateurs. Oui, nous avons plusieurs questions sur le prix du produit. Donc, comment est-ce que vous établissez le prix? Est-ce que c'est le secteur privé qui détermine le prix ou est-ce que c'est le projet qui détermine le prix de ces produits? Ah non, c'est le secteur privé, bien sûr. Nous intervenons, nous essayons de ne pas intervenir dans tout cela autant que possible. Mais voilà, nous sommes impliqués dès la conception du produit pour appuyer la technologie et développer le produit, mais voilà, à un moment donné, c'est soit le marché, soit le projet qui doit payer le développement d'un produit, mais nous essayons d'intervenir au minimum, sauf si nous avons un groupe ciblé très spécifique. Nous avons beaucoup d'outils dans notre boîte à outils. Et oui, si je peux ajouter, le prix est déterminé pour le secteur privé, pour la fondation en béton, et parfois, ouais, on essaie toujours de ne pas augmenter le prix rapidement. Et en fin de compte, les fabricants de latrines décident le prix d'une latrine entière avec tous les matériaux, etc. Donc, voilà, ce sont les fabricants qui déterminent le prix final. Et nous avons eu quelques questions sur les institutions de microfinance, leur rôle dans ce projet et comment vous avez pu... Sorry, Nicole, could you repeat that question? There are a couple questions that came in around microfinance institutions. How did you onboard microfinance institutions to offer loans or financing within the project? You know, and it goes back to the presentation that I made where we said that that was a challenge and a constraint that we continue to have. The short answer there is we did onboard some, but not to the extent that we would have liked to. And there were many reasons of that already explained. You know, this is not a typical client group that they would like to engage in. But they are, having said that, there are some microfinance institutions in Bangladesh, which happens to be the birthplace of MFIs broadly, that are interested and they are willing to take the risk. They see the value in having a niche market segment that is looking for these kind of loans. So it is not all bad news, but I think in terms of scalability, more could have been done. Good. And then I think we have time for one last question. So I guess maybe this one is for Shahardo around scaling up or next steps. There's a question around if you were to extend the project, would you repeat a nearly 50-50 split between male and female entrepreneurs, or would you focus on women given that they had better access to the female clients? Thanks, Nicole, for that. The focus on women has always been there, weaved in different layers of our programming. And based on the result from that slide, which Deepak showed earlier, it also encourages more women to engage with female latrine producers. And, you know, it also, you know, results to many other benefits from this initiative, such as women being able to take part in decision making, for example,
for the purchase of the latrines, for example, and allocating savings to make sure that they get to set aside a portion of their income to buy the latrines that are needed in the areas where they live. So definitely the focus will be there. We are aiming to reach more, and like I said, it also, there's a ripple effect to that when we put the more focus on women moving forward. Great, thanks so much. So before we go into the rest of the presentation, I just want to share the results from the poll. It looks about 3/4 of you are already using market-based approaches for sanitation in your programming. It looks like you're interested in applying lessons, most of the lessons that IDE and Shahardo shared with us today. And then many of you are facing challenges around sales and marketing, access to financing and loans, and sustaining demand after the project ends. So I'm going to turn it over to Deepak for the rest of the presentation. Thanks. Sorry, trying to unmute myself. A perpetual problem in the Zoom days. Thank you, Nicole. Thank you all for such wonderful questions. I was actually looking at the chat box. So many interesting things. I wish we had more time to go through all of them. Unfortunately we don't, but again, please feel free to link us at IDE or at Shahardo. We'll be happy to address these as and when they come in. So I'm back again, and I'm going to very briefly, we have very limited time, talk about a new tool that IDE is unveiling at the COP26 event this week regarding our latest work in understanding how market systems respond to external shocks and stresses, particularly those that affect our communities, and to attempt to measure the resilience of these systems, particularly market systems, and better develop programmatic interventions. Now, that was a mouthful. In a simple word, what we're trying to do is understand how market system as a system interacts with our communities, how it is vulnerable to stresses and shocks just like any other system, and how do we measure that to design better program ideas. We won't get into the details of the method. It is a very short presentation about this tool, and my colleagues will share the peer-reviewed journal article on this with you so that you can read it at your convenience. The MSRI, it's an index, so it's called the Market Systems Resilience Index, builds upon the household level resilience. By the way, this also was developed under the REAL Award in the USAID Center for Resilience, and the guidance, the USAID Bureau of Food Security released guidance on market systems resilience, MSR measurement in 2019. And what we've been doing is working on converting this into an actionable tool for our own use. This includes our work in Nepal, Mozambique, and our collaboration with FCTO and EU in Bangladesh under this Sushana project. Next slide, please. So the USAID Bureau of Food Security's guidance on market system resiliency or resilience makes a very poignant connection between resilience being the ability of people, household, community, and systems to mitigate, adapt to, and recover from shocks and stresses, and the fact that the market systems are equally vulnerable to these stresses and shocks, because we often don't tend to think of it that way, and the fact that vulnerable market systems can perhaps leave a large gap in our efforts to improve community and household resilience. So that is the basis of our work here. Next slide, please. The Market Systems Resilience Index, the MSRI, that we have developed builds on ongoing research and learning of the resilience framework from a variety of different organizations. There has been a lot of effort from organization, and I will perhaps not do justice if I don't say at the very least, such as FAO, Mercy Corps, Food Security and Information Network, and many others who have developed tools such as the AAA framework, stress, goal methodologies that seek to provide a conceptual framework as well as methods to collect and analyze data, and not to mention the SHARP framework and the ACDI Avoca's own market systems diagnostic tools. So a lot of this has been done. As such, our Market Systems Index uses a holistic approach to measuring the resilience of the market
at multiple levels and accounts for various exogenous factors, for example, the ecological, the environmental factors, in contrast to the tools available. So there it is basically, we've done a lot of review of the literature and found overlaps, gaps, and created a tool that seeks to address some of this from our perspective. Next slide, please. So this is what it looks like in a snapshot. We measure market resilience under 5 principles. Broadly, the structure, support, environment, connectivity, and financial. And there are 11 determinants. These determinants, not to go into details, but they range from engaging where the market has redundancy, so as to ensure that there's a surplus or options are available for consumers at times of the need, to other determinants like a feedback loop, so as to gauge whether the market actors are learning from each other and each other's behavior and adapting to the context. The journal article, like I mentioned before, provides more detailed reference on who these indicators are, how these indicators are developed, weighted, and calculated into an index. And like I said earlier, we've used this tool in Nepal, Mozambique, and Bangladesh, first to get a baseline value for the index. And based on that, we have revised our project interventions and will complete another round of measurement at the beginning of 2022 to see if our interventions have helped improve the resiliency of markets. And finally, here's a tool in action. Next slide, please. We use this in our project with FCTO and EU in Bangladesh. This is a project called Suchana. During our initial baseline survey, we found out that for aquaculture, which is one of the main source of livelihoods for many poor households, the low level of redundancy, there's a little score there on the top called redundancy, in the lack of availability of market inputs, such as fingerling, fish feed, and medicines, and the other vulnerability of the physical infrastructure for rearing fish, coupled with the lack of proper technology to prevent loss during floods that's available to the market, made that a very fragile sector for investment. So that was an eye-opener for us. And for us, using tools like this in the Suharto context, within the WASH context, really helps us kind of further have a sophisticated understanding of how the markets are coping with the changing world that we live in now. Yeah, so that's pretty much it on the MSRI. Thank you so much again, Nicole, Afrel, and everyone for giving us this opportunity to present our ideas. Back to you, Nicole, for anything else that you want from me. Great, thank you so much. Thanks for sharing an overview of that new resource. I want to thank everyone for your participation today. It's great to see how many questions we had come in from participants. We'll work with Suharto to make sure we get the recording out to everyone, the presentation, as well as some of this Q&A. Please take a look at our website and look at our calendar for next year. We'll be scheduling other opportunities to continue the discussion around market-based sanitation. So if you sign up for our newsletter, you'll be the first to hear about these events that we will hold again in 2022. So thanks so much again, and thanks to our presenters for sharing all of your expertise with our partners. Have a wonderful rest of your day or evening. Bye-bye.